de l'hôtel de ville, parce que l'hôtel de ville est beaucoup trop petit pour tout recevoir en termes d'activité. Donc le projet, c'est un petit peu déjà de réorganiser les espaces et de proposer des circulations et des aménagements différents, et bien sûr de réhabiliter dans un deuxième temps. En fait, l'hôtel de ville est sur une butte entourée d'un mur de soutènement qui a été lui aussi secoué et aussi ravagé par des pluies qui ont suivi les mois de séisme et qui ont particulièrement détruit. Là aussi, il y a tout un travail d'étude qui a été fait pour savoir comment consolider le mur de soutènement, parce qu'en fait, il y a une cavité, on voit au milieu de l'image, une cavité qui avait besoin d'être comblée. Donc il y a tout un travail, je ne rentre pas dans tous les détails techniques à faire, mais qui petit à petit s'est précisé et qui est en cours d'action. Autre volet d'action à Jacmel, c'est reconstruire des crèches. Il y avait une dizaine de crèches qui étaient tenues par une association de la ville de Jacmel. Et parmi ces crèches, disons la majorité a été détruite. Donc on a fait un diagnostic de tout l'état des lieux des différentes crèches. Actuellement, il y a 2 bâtiments qui sont en cours d'études et de reconstruction pour répondre donc, à une urgence. L'idée, dans la façon de travailler sur ces bâtiments, c'est de travailler avec l'association qui est responsable des crèches, il y a un ingénieur qui est affilié à cette association. Donc le but, c'est de pouvoir en fait lui transmettre un certain nombre de propositions qu'il va pouvoir lui-même porter par la suite. Et donc il y a 2 crèches qui vont être réhabilitées, mais bien sûr il y en a encore 8 autres, et on souhaite que ça puisse se faire sans qu'on soit présent en permanence sur place. Voilà. Autre action, c'est l'école, on en a parlé juste avant. L'école, bien sûr, c'est un besoin fondamental avec la santé, ce sont les 2 piliers de développement d'une société, au niveau de sa jeunesse en tout cas. Et on a un partenariat avec SOS Enfants sans frontières, qui parraine des enfants en Haïti, et qui est confronté à un certain nombre de bâtiments à reconstruire. La question qu'on se pose, c'est pourquoi, rebâtir, réhabiliter un bâtiment, c'est bien, mais quand il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, en fait, il faut aussi arriver à trouver des solutions, disons, qui soient diffusables, démultipliables, pour que ça puisse se faire. Donc l'idée est pour nous, et je pensais un peu dans cet esprit que je parlais tout à l'heure, cette rencontre avec Gérard Roscalier, c'est d'essayer de mutualiser des connaissances, des approches, pour qu'elles puissent les multiplier, se diffuser, et puis rebondir en termes de formation. Voilà, quelle démarche. Bon, je pense que vous avez déjà un petit peu compris dans quel esprit on travaillait. Bon, je résume simplement 2-3 choses importantes. C'est bien sûr répondre au-delà de l'urgence, pour travailler dans le durable. C'est s'adapter aux pratiques et au contexte local, et comprendre les filières de construction en Haïti. Vous avez un petit schéma, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est un peu technique et compliqué, mais c'est simplement pour vous dire qu'une des questions auxquelles on est confronté pour bâtir en Haïti, c'est aussi, disons, de responsabiliser ce qu'on peut appeler un maître d'ouvrage, un commanditaire, parce que c'est lui aussi qui décide de ce qui doit être fait, et quand c'est un maître d'ouvrage public, pour une école, c'est essentiel qu'ils se sentent responsables. Cette dimension n'est pas toujours intégrée auprès des interlocuteurs, parce que l'histoire a fait, un certain nombre de choses ont fait que cette responsabilité n'est pas toujours portée, n'est pas suffisamment portée. Donc il faut être exigeant là-dessus. Je pense que la façon de travailler, il faut le respecter. C'est aussi trouver une unité qui conçoit les bâtiments en termes de qualité architecturale, pas pour faire du prestige, même si c'est pour habiter le patrimoine, mais parce qu'un patrimoine, c'est une valeur, c'est une histoire, c'est une identité de gens. Et c'est aussi une qualité architecturale parce que c'est une école, c'est entier, il peut y avoir un bon éclairage pour les enfants. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser. Ne parlons pas des questions, enfin si, parlons des questions bien sûr de sécurité, de prévention séisme. Ça aussi, c'est un problème extrêmement difficile à intégrer à assimiler à une société. Vous savez comment les choses se passent au Japon, c'est une société qui arrive énormément à assimiler ces notions-là, même si elle est toujours sujette
à d'autres difficultés aujourd'hui, mais au niveau de la société haïtienne, c'est un enjeu formidable et essentiel en fait de pouvoir intégrer une approche face aux catastrophes, face aux séismes. Les inondations sont fréquentes, les cyclones sont fréquents. Parce que cette société, c'est le problème, c'est un apprentissage au niveau de toute la société, voire au niveau de l'enfance qui est en jeu à travers ça, pour pouvoir petit à petit savoir comment répondre, comment se préparer, comment anticiper. Et c'est d'autant plus difficile, le choc sur Port-au-Prince a été énorme, bien sûr, au niveau du bâti. Mais pourquoi il a été énorme au niveau du bâti? Parce que Port-au-Prince, c'est une ville de plus de 2 millions d'habitants, 2-3 millions d'habitants, et en fait, le dernier séisme qui s'était passé auparavant, la population était de quelques dizaines, centaines de milliers d'habitants. Donc l'impact, évidemment, s'est démultiplié avec le temps. Des séismes, il y en a peut-être tous les 100 ans, on ne sait pas exactement, peut-être moins, mais l'urbanisation, elle galope entre-temps, et donc l'impact est extrêmement dévastateur entre-temps. Voilà, donc c'est une chose à l'apprentissage, il faut l'apprendre, c'est intéressant de l'apprendre au-delà des frontières et sans frontières. Et en fait, si vous voulez, la dernière étape, enfin le projet, la perspective qu'on se donne, et on a pris des contacts déjà, pas mal de contacts, c'est d'établir des liens avec les écoles et les universités qui travaillent dans le bâtiment. Donc, les facultés des sciences, il y a l'université de Quisqueya, qui ont un département de génie civil. Donc en fait, on a pris des contacts avec des professeurs. L'idée pour nous, et aussi, je reviens au module de formation dont je vous parlais au début, c'est en fait de partager ces modules de formation avec des étudiants étrangers. Ça aussi, ça fait partie de notre démarche. Voilà, je voulais simplement en conclusion vous dire que je pense qu'il faut avoir beaucoup d'espoir sur la reconstruction. Il faut avoir de l'espoir, c'est important. C'est important et je pense qu'il y a beaucoup d'énergie, de potentialités qui existent et qui sont là pour porter dans cette direction. Ça prendra du temps, mais bon, on est là pour aussi persévérer et durer. Voilà, je vous remercie. Il consiste à ne prendre les enfants en cours que s'ils ont été à l'école. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils travaillent particulièrement vers les gamins des rues. Beaucoup des instructeurs de boxe sont des anciens délinquants qui ont appartenu à des gangs. Leur modèle, Pierre Evans, dont on voit donc Pierre Ernat, qui est le grand noir, avec en débardeur avec le short Evans. Donc c'est Evans qui lui a donné ce cadeau. Evans est un enfant qui a grandi dans les gangs, qui a participé à un certain nombre d'exactions, et qui un jour, grâce à la fédération de boxe haïtienne, a réussi à se sortir de cette délinquance. Il a été détecté par une fédération sud-américaine qui l'a pris en charge, qui lui a fait quitter Port-au-Prince, qui l'a entraîné, qui l'a amené au haut niveau. Aujourd'hui, il concourt pour les titres mondiaux. Et ce mec, c'est un peu le modèle positif pour tous ces gamins. Il a le parcours de beaucoup d'adolescents haïtiens, surtout d'adolescents de Port-au-Prince, puisque la réalité des violences urbaines, c'est surtout Port-au-Prince. Il a donc tout ce parcours et il sort à un moment de lui-même et il a une révélation grâce au sport, grâce à l'activité physique, grâce à ce que la boxe peut lui ramener. Il devient un autre. Et ça, c'est quelque chose qui a été très vite perçu chez les gamins. Alors bien sûr, il y a le fameux Get Rich or Die, il devient riche ou meurt. Ça, c'est pour beaucoup, les sports de combat, surtout la boxe. On a l'impression qu'on peut très vite monter les échelons, devenir très riche, avoir la vie facile. C'est comme le rap, c'est comme la musique, c'est comme un certain nombre de choses. Mais au-delà de ça, c'est la possibilité de devenir un autre. Et c'est autour de se devenir un autre, de se penser autrement, de réapprendre à rêver, d'avoir du plaisir, d'essayer de revoir des règles de vie aussi, c'est-à-dire aller à l'école, manger avant un entraînement si c'est possible, essayer de prendre soin de son corps et avoir une rigueur dans la continuité pour pouvoir, à un moment ou à un autre, se fixer des objectifs et les atteindre, c'est-à-dire se penser au-delà de l'immédiateté. Voilà, c'est tout ce travail-là qui est fait avec la Fédération de boxe amateur haïtienne. Aujourd'hui, ils sont implantés dans des endroits comme Rue Lamar, qui était un des centres névralgiques des gangs, Cité Soleil, qui est tristement célèbre plus pour sa réputation que pour la réalité de ce que les gens y vivent, et un certain nombre d'autres endroits. Moi, j'ai eu la possibilité de suivre ces gamins à Cité Soleil et Rue Lamar. Aujourd'hui, la fédération a un projet, c'est de créer un gymnase dans Cité Soleil pour permettre aux gamins de s'entraîner dans des conditions correctes,
Parce que ce qu'on ne se rend pas compte là, j'ai pas fait de diaporama photo, mais j'ai plusieurs centaines de photos, quelques reportages qui sont sortis sur la question. Les gamins s'entraînent à la Cité Soleil. Un moment, on voit un gars avec un casque, il boxe, avec le ciel de derrière, pareil, on voit le petit qui s'entraîne. Il boxe sur le toit d'une maison écroulée. Les images de Lamar, c'est dans une maison qui a été déblayée. Il n'y a que les murs, il n'y a plus de toit. Voilà, ils s'entraînent là. Le matériel, vous avez pu jeter un petit coup d'œil sur les chaussures des gamins, c'est pas vraiment des chaussures de sport. Si on regarde le matériel de boxe en lui-même, c'est encore pire. Les paos, les pattes d'ours, tout ce qui sert à s'entraîner à frapper, c'est complètement déchiré, c'est usé. Il y a des paires de gants qui sont disjointes, une taille 12, une taille 14. Et malgré ça, les gamins, ils y vont, malgré ça, ils s'entraînent, et malgré ça, bah, ils essayent d'emmener des gars, soit aux Jeux, les Jeux panaméricains, c'est le continent sud-américain. Bon. Après, ils se confrontent à d'autres réalités. La réalité haïtienne les rattrape, c'est-à-dire que les problèmes alimentaires, les problèmes de rythme de vie et un certain nombre d'autres difficultés font qu'ils n'arrivent pas à performer sur le terrain international. Mais il n'empêche que grâce au sport, au moins ils se projettent et ils voyagent. Donc voilà un peu l'histoire. Et si ça vous intéresse donc, de rentrer en contact avec ces éducateurs, je vous propose de vous retrouver après, je vous donnerai leurs coordonnées. De notre histoire, je crois qu'on ne peut pas reprocher aux Haïtiens d'être dans le pays qui a fait tous ces miracles dont je parlais au début de la soirée. Gérard Roussalier va nous présenter donc l'école. Bon, c'est peut-être perdu en route. Il arrive. Bien. Voilà, j'arrive. Attendez un bon.